Monsieur le député de Matane-Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Alors, suivi de dossier. En 2014, j'ai participé à l'étude des crédits en sécurité publique et, à l'époque, la prédécesseure du ministre a eu un engagement lourd de conséquences concernant une triple évasion qui s'est produite au centre de détention de Québec. Elle avait indiqué le 18 juin, pas de troisième évasion par hélicoptère, jure la ministre. Alors, faisons le suivi des mesures qui ont été mises en place pour s'assurer que ça ne se reproduise pas depuis ce temps-là dans l'ensemble des centres de détention du Québec. C'est un dossier qui nous préoccupe. On se souvient à l'époque qu'on avait déploré, pas seulement nous, mais un ensemble d'interlocuteurs, le manque de clarté dans la communication du ministère de la Sécurité publique et le manque de cohérence. Et on se souvient que lorsqu'on avait évoqué ces questions-là, on est resté que davantage, à chaque fois qu'il y avait une intervention du gouvernement, ça créait davantage de questions que ça apportait des réponses ou une source disons, d'informations qui était correcte dans les circonstances. En ce sens-là, on aimerait savoir qu'est-ce qui a été fait dans les différents centres de détention. J'aimerais informer le ministre, s'il ne le sait pas, que pas plus tard qu'hier matin, au centre de détention de Rimouski, un hélicoptère a survolé le centre à moins de 10 mètres. Alors, c'est une indication parmi bien d'autres que je pourrais lui indiquer aujourd'hui, qui lui démontre que les centres de détention sont toujours vulnérables. Et dans le cas du centre de détention de Québec, qui est probablement un des centres qui est dans le moins bon état au Québec, plusieurs informations qu'on détient nous indiquent que très peu a été fait. Alors, est-ce que le ministre est prêt à prendre le même engagement que la députée d'Anjou-Louis-Riel à l'effet qu'il n'y aura pas de troisième évasion? Monsieur le ministre. Alors, c'est une des questions que j'ai posées dès que je suis arrivé en poste également, c'est à savoir quel a été le suivi qui a été donné, notamment aux événements auxquels fait référence le député de Matane-Matapédia, mais aussi les recommandations du rapport Bouchard. Je fais régulièrement le suivi de l'application des mesures qui suivent ces recommandations. Je vais peut-être brièvement dire deux choses à cet effet, puis ensuite je demanderai à M. Lontin de compléter, parce qu'il y a le détail de l'ensemble des mesures qui ont été mises en place depuis. Mais la première chose, c'est que le système de classement des détenus en fonction du risque qu'ils représentent, notamment des risques d'évasion, a été revu, de telle sorte que la gestion des déplacements à l'intérieur du centre de détention et de la présence dans certains endroits, notamment les cours, n'est plus la même, parce qu'on a un système de gestion en fonction du risque qui a été amélioré grandement. Et dans ces circonstances-là, il y a les personnes qui se sont retrouvées dans une cour à partir de laquelle il y a eu évasion, en vertu des règles actuelles, n'auraient pas pu s'y retrouver en vertu des règles actuelles. Alors ça, c'est une chose. Le député de Matane-Matapédia sait aussi que nous avons procédé à la mise en place de grillages dans certaines cours. Évidemment, ce sont des cours qui nécessitent une protection particulière pour des raisons que je n'évoquerai pas dans le cadre du système de classement. Je ne vous dirai pas où ça a été fait exactement, parce que là aussi, il y a des questions de sécurité qu'on doit absolument respecter. Alors, je vous dirai ces deux choses-là. Il n'y a pas que ça. Il y a toutes sortes de procédures qui ont été améliorées aussi depuis. Puis je pense que M. Lontin pourrait donner un portrait plus général. Lontin, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Pas les mesures, parce que ça pourrait être long. Si on pouvait les déposer, ma seule question, c'est est-ce que le ministre a la même assurance que sa prédécesseure et peut nous garantir, comme elle l'a fait, elle a même juré, qu'il n'y aurait pas de troisième évasion? Monsieur le ministre. Bien, il a mon assurance qu'on met tout en œuvre pour éviter une telle situation. Mon rôle, à moi, c'est de m'assurer avec mes équipes d'une sécurité la plus grande possible à l'intérieur de nos centres de détention et de minimiser autant que faire se peut des risques de cette nature. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Président, est-ce que le ministre était au courant de ce vol d'hélicoptère au-dessus du centre de détention de Rimouski hier matin? Monsieur le ministre. Ça n'a pas été porté à mon attention. Non. Honnêtement, ça n'a pas été porté à mon attention. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'en informe le ministre. Il pourra faire les vérifications adéquates. Je l'invite à mener enquête là-dessus parce que ça se passe dans ma région, ça me préoccupe, mais ça préoccupe également l'ensemble du monde qui gravite dans les centres de détention au Québec.
On poursuit sur les mesures susceptibles de nous aider ensemble à s'assurer que les criminels restent en prison, qu'ils ne soient pas en communication avec l'extérieur. On a fait des propositions à maintes reprises. Je me souviens, comme membre du gouvernement, d'avoir entendu le député de Verchères proposer l'utilisation de brouilleurs d'ondes. Et ça avait été ridiculisé par certains en Chambre. Pourtant, c'est une mesure qui existe ailleurs. J'ai entendu le ministère évoquer que ça pourrait être une bonne formule. On a posé la question au sous-ministre il n'y a pas tellement longtemps sur l'achat de brouilleurs d'ondes. Bon, c'est pas clair. Alors, j'ai l'extrait ici. En fait, c'était à M. Longtemps qu'on avait posé la question, qui nous disait, pour l'instant, il y a une technologie qu'on a déjà tenté de vérifier en projet pilote à l'intérieur de nos établissements. Il y en a un autre qui devrait s'effectuer à court terme, mais non, on n'a pas encore acquéri de brouilleurs d'ondes. Ma question est très simple. Est-ce que c'est l'intention du ministère d'utiliser la technologie des brouilleurs d'ondes, oui ou non? Parce que il m'apparaît là qu'il faut l'envisager et s'assurer qu'il n'y ait pas de communication entre les détenus et le monde extérieur, que ce soit pour des évasions, pour la coordination de crimes ou de vente de stupéfiants, ou tout simplement pour respecter les conditions de détention qui sont prévues lors de la peine. Monsieur le ministre. Alors, il y a eu une question similaire hier soir et j'ai expliqué qu'on examine différentes technologies et que la réponse doit tenir compte de nos propres besoins à l'intérieur des centres de détention. On ne doit pas brouiller nos propres communications. Donc ça, c'est un aspect important. Alors, je ne sais pas si la proposition qui avait été faite à l'époque par le député de Verchères avait été ou non ridiculisée. Là, je n'ai pas eu connaissance, moi, d'une telle chose. Je sais par contre que lui-même avait été très sceptique vis-à-vis de l'utilité des grilles dans les cours et malgré tout, on est allé de l'avant. Donc, je pense qu'on fait preuve d'ouverture d'esprit de façon générale, mais pour aller plus loin dans les technologies qu'on envisage, je pense encore une fois que M. Longtin est la personne toute désignée pour vous donner un complément d'information. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, comme on a eu la réponse il n'y a pas tellement longtemps, M. Longtin, ma question, est-ce que depuis cette affirmation-là, donc 10 février 2016, le ministère a acquis ou non des brouilleurs d'ondes? Monsieur le ministre. La réponse est non. On fait l'évaluation des technologies, mais je pense que le député de Matane-Matapédia n'a pas envie d'entendre une réponse de M. Longtin, mais il est disponible si jamais il veut un complément d'information. Monsieur le député de Matane-Matapédia. J'aime, M. le Président, m'exprimer d'élu à élu. C'est lui qui a la charge de ministre. Il a sûrement beaucoup souhaité. Alors, c'est à lui que je veux poser les questions et je veux obtenir des réponses. C'est lui qui est imputable, ultimement. Concernant le monde carcéral, toujours, la réalité dépasse de beaucoup la fiction. Ce qui se passe dans nos centres de détention dépasse l'entendement. Santé mentale, toxicomanie, surpopulation, manque d'équipement, manque de considération du personnel à bien des égards. On apprenait récemment qu'il n'y a jamais eu autant de détenus qu'on envoie au trou. Des gens qui ont des comportements qui mettent en danger nos fiers travailleurs des centres de détention, les agents de la paix en milieu carcéral. Ça nous préoccupe. Ils ont envoyé plusieurs signaux. C'est documenté depuis au moins 15 ans, ces questions-là. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs témoignages, mais pas seulement d'eux, de gens qui gravitent, qui ont accès à des centres de détention et qui sont inquiets pour, la valorisation de ce travail qui est difficile. C'est un travail qui est dangereux. C'est des professionnels qui sont extrêmement fiers. Puis souvent, on a l'occasion de reconnaître avec fierté le travail des policiers, puis on le fait souvent dans des conditions difficiles, ou de nos paramédics. Mais il y a aussi d'autres corps de métier qui mettent leur vie en jeu et je veux saluer les professionnels qui sont dans ce domaine. Alors, en ce sens-là, j'aimerais ça que le ministre puisse m'indiquer comment on fait en sorte d'envoyer un signal positif pour l'amélioration des conditions des agents de la paix en centre de détention. Et puis, j'aurai des questions plus spécifiques si on a le temps suite à sa présentation. Monsieur le ministre. Petite chose en commençant, puis le député de Matane-Matapédia, comme tout autre député à l'Assemblée nationale, a le droit de changer d'approche. Mais hier soir, il n'y avait aucun problème à demander directement, à poser directement ces questions, notamment au commissaire de l'UPAC ou à mon sous-ministre. Alors, oui, on peut discuter d'élu à élu, très bien, mais des fois, pour des questions qui sont un petit peu plus précises et techniques, je pense que ça vaut la peine de faire appel à l'expertise des gens, des organismes et du ministère. Je ne pense pas qu'il y a de problème avec ça. En tout cas, moi, j'en vois pas, personnellement. Alors, écoutez, la question des détenus mis en réclusion, c'est pas un phénomène qui est nouveau, là. C'est pas du tout un phénomène qui est nouveau. C'est jamais une décision qui est prise
à la légère. Ça correspond à des situations particulières qui sont balisées. La réclusion ne peut pas excéder un certain nombre de jours. Il faut savoir que la population carcérale a augmenté aussi au cours des 5 dernières années, donc il n'est pas du tout... c'est relié en partie, là, le fait qu'il y en ait plus qui soient en réclusion parce que la population a augmenté. Mais la réclusion, elle est balisée aussi par la nécessité de respecter totalement les droits de la personne. Mais il y a des circonstances en milieu carcéral qui nécessitent des mesures de cette nature-là. Et elles ne sont jamais prises à la légère. S'il est intéressé d'en savoir davantage, il y a beaucoup de formation qui est dispensée à nos agents de la paix en service correctionnel. C'est l'un des services du ministère de la Sécurité publique où, d'ailleurs, les formations sont les plus importantes, mesurées de toutes sortes de façons, notamment en pourcentage de la masse salariale du personnel. Et elle tient compte de ces particularités. Il y a des problèmes de santé mentale aussi en milieu carcéral. Il y a des gens qui peuvent avoir des pensées suicidaires et on veut prévenir le suicide. Il y a des gens qui peuvent être violents pour les autres et pour eux-mêmes. Donc, c'est très balisé, ça ne se prend jamais à la légère. Donc, il faut faire attention de ne pas faire des conclusions hâtives sur la base d'une pure statistique. Il faut aller dans les milieux pour voir qu'en pratique, les gens font très attention à comment ils vont prendre ces décisions. Ils sont soucieux des respects des droits de la personne. Mais c'est un milieu particulier qui nécessite parfois, malheureusement, le recours à cette réclusion. Mais elle est balisée, elle n'est pas éternelle. Là, ça ne peut jamais excéder plus qu'un certain nombre de jours. Merci, M. le ministre. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Président, le ministre, je suis convaincu, partage avec nous cette volonté de mieux reconnaître cette profession qui est celle d'agent de la paix en centre de détention. J'expliquais tout à l'heure qu'on connaît bien les policiers. Il y a même une émission de télévision le vendredi qui s'appelle SQ, M. le Président, vous savez ça? Sûrement que vous êtes rivé à votre téléviseur le vendredi. Il y en a une sur les paramédics également. Si d'aventure, un réseau de télévision s'intéressait au rôle d'agent de la paix, est-ce que le ministre serait ouvert à leur donner cette autorisation de pouvoir entrer en tout respect des normes établies pour faire ce genre de tournage? Monsieur le ministre. Bon, je ne vais pas répondre maintenant parce que ça nécessite une réflexion. Ça nécessite certainement une réflexion avant de répondre. Ceci dit, je pense que c'est important parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, qu'on est quand même dans un contexte particulier. Et donc, il y a certaines choses qui sont dites et qui sont vues dans l'espace public qui ne sont pas indépendantes de ce contexte particulier, qui est un contexte de négociation. Alors, vous savez qu'on a négocié avec les syndicats représentant les syndicats du Front commun l'automne dernier. Vous savez que ça n'a pas toujours été facile. Vous savez qu'il y a des choses qui ont été dites dans l'espace public, que le gouvernement ne se préoccupait pas de ceci, de cela, et que finalement, on s'est tous serré la main et on a signé une convention collective de 5 ans, reconnue par tous comme étant été une négociation de bonne foi. Alors, c'est notre intention d'arriver à une telle entente heureuse avec les agents de la paix en service correctionnel, mais en attendant, on est en négociation, puis il y a toutes sortes de choses qui sortent dans l'espace public qui sont dans la tradition et qui antagonisent les rapports entre les deux. Moi, de mon côté, j'ai l'intention d'avoir la même attitude que j'ai eue dans les négociations avec le Front commun, qui est une attitude respectueuse, la recherche de solutions et la recherche d'une solution négociée qui est dans l'intérêt de tous. Merci, M. le ministre. Monsieur le député de Matane-Matapédia. J'apprécie la réponse, M. le Président. Je vais poser la question d'un autre angle. La personne qui siège habituellement à sa gauche au siège, qui est le premier ministre du Québec, député de Roberval, a un centre de détention dans sa circonscription. J'aimerais ça lui en parler. Le temps supplémentaire et la réquisition obligatoire du personnel est critique dans plusieurs endroits, mais particulièrement à Roberval. Actuellement, il y a un manque d'effectifs qui entraîne plusieurs coupures de services dans l'établissement, dans un premier temps, en établissement de détention Roberval et non Chicoutimi. Puis le déplacement a contribué à hausser le temps supplémentaire en imposant un déplacement de 3 heures aller-retour. Alors, est-ce qu'on a une solution qui est envisagée pour régler ce problème-là? Puis est-ce que le ministère a les budgets, qui est dans ses cahiers, pour engager suffisamment d'agents pour réduire le temps supplémentaire requis puis stabiliser la situation de ce nouvel établissement qui est celui de Roberval? Monsieur le ministre. Oui. Une chose, je veux juste revenir brièvement avant de répondre à la question, ou plutôt peut-être demander à M. Lontin de donner un petit peu plus le topo de la situation à Roberval. Mais
je reviens très, très, très brièvement sur les agents de la paix en service correctionnel, puis tout le respect que j'ai pour eux. Je vais d'ailleurs rencontrer le syndicat le 3 mai prochain, personnellement. Peut-être que M. Longtin pourrait donner quelques compléments Longtin, sur juste pour... la situation à Roberval. Oui, il y a consentement. Pour M. de l'audio, vous vous identifiez, M. Longtin, pour qu'on vous localise et vous répondez à la question. Jean-François Longtin. Donc, la première question était le temps supplémentaire lié au mouvement entre Roberval et Chicoutimi. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est pas propre dans plusieurs de nos régions, on a des centres de détention régionaux. On prend par exemple l'établissement de détention de Saint-Jérôme, qui dessert Joliette, Mont-Laurier et Laval. Donc, c'est normal pour nous d'avoir un centre de détention régional qui dessert différents palais de justice à certaines distances. Une chose est certaine, c'est qu'au niveau des gens qui se déplacent quotidiennement entre Roberval et Chicoutimi, on a à l'intérieur de nos centres de détention, en accord avec le syndicat des agents de la paix, un processus de rotation. Donc, les postes de transport sont affichés. Les gens qui choisissent ces postes-là sont tout à fait conscients qu'ils doivent entrer plus tôt au travail et quitter plus tard. Et ils font ce choix-là pour assurer les transports. Dans la décision de Roberval et dans la préparation de cette décision-là, bien sûr, il y a eu diverses rencontres avec les gens de la région, entre autres de Chicoutimi, pour expliquer cette décision-là, expliquer comment on était pour fonctionner au palais de justice. Mais il y a eu aussi, bien sûr, des rencontres avec le personnel, à la fois pour préparer le processus de rotation, et il y a eu de nombreuses heures aussi de formation pour s'adapter au nouvel établissement. Donc, pour ce qui est du transport entre Roberval et Chicoutimi, les personnes qui ont choisi ces postes-là étaient tout à fait normalement, et je le souhaite, conscientes qu'il y avait du temps supplémentaire parce que c'est une situation qu'on retrouve dans d'autres établissements régionaux qui desservent plusieurs palais de justice. Monsieur le député de Matane-Matapédia, 4 minutes. Monsieur le Président, c'est pour cette raison-là, c'est pas que je ne voulais pas entendre tout à l'heure M. Longtin, mais on a peu de temps pour questionner, on a beaucoup de sujets, alors dans ce cas-là, puis dans d'autres cas, on pourra avoir de l'information écrite là, au besoin. Je voulais juste le préciser, puis indiquer au ministre qui nous disait que c'est pas nouveau d'avoir des détenus envoyés au trou, qu'il y a eu des augmentations de 33 % depuis 2010, puis en termes de jours passés au trou, c'est un bond spectaculaire de 56 % qui a été rapporté récemment. Donc, il y en a toujours eu, mais il y en a davantage, et ça crée une pression sur le personnel. Hier, j'ai parlé de la question de l'indépendance de la police, Monsieur le Président. Et je veux y revenir, c'est important. C'est à la base de notre démocratie et je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Alors, je veux rappeler au ministre un texte du 1er avril dernier dans le Journal Le Québec de Geneviève Lajoie qui nous indique que le ministre peut compter sur des notes provenant de la Sûreté du Québec pour préparer les périodes de questions. Alors, il ne s'est pas exprimé dans l'article et il a l'occasion de le faire aujourd'hui. Ça a commencé un peu après les événements de Val-d'Or. Alors, est-ce qu'il peut m'expliquer pourquoi la Sûreté du Québec doit lui fournir, avant 7 heures le matin, des informations pour préparer, c'était le cas de sa prédécesseur, j'imagine que ça suit encore, préparer les réponses du ministre à la période des questions? Monsieur le ministre? Bien, c'est parce que c'est pas vrai. Je ne reçois pas de notes de la Sûreté du Québec le matin comme ça, mais il peut arriver, par contre, que je vais interroger mon sous-ministre sur certains événements qui se sont produits. Et il est bien possible que mon sous-ministre communique avec la Sûreté du Québec pour avoir les éléments d'information qui vont me permettre de jouer pleinement mon rôle de ministre de la Sécurité publique et de comprendre un certain nombre d'enjeux. Si, par exemple, tout à l'heure, la question m'a été posée du survol d'un établissement par un hélicoptère. Alors, évidemment que si j'avais cette connaissance-là le matin en me levant, je poserais des questions. Il est possible, donc, qu'on appellerait... Bon, voilà le genre de situation, mais je ne reçois pas de notes préparées par la Sûreté du Québec le matin. C'est totalement faux. Matane-Matapédia. Une note auquel on a eu copie. Cette personne, elle communiquera directement avec vous pour obtenir des informations dans les dossiers d'actualité afin de compléter des fiches d'information en réponse aux demandes du cabinet ministériel les matins au siège de l'Assemblée nationale. Soyez donc pas surpris si elle vous contacte dès 7 heures le matin. Les délais de rédaction étant très courts, ces demandes devraient être traitées en priorité. Alors, est-ce qu'il se peut que quelqu'un de son cabinet reçoive ces informations? Vous faites référence à quelle note, Monsieur le député de Matane? Une note que nous avons obtenue. Que vous avez, qui n'est pas nécessairement à la connaissance du ministre. Que vous seriez. Monsieur le ministre? Non, je rappelle que ni moi, ni mon cabinet ne demande des lignes systématiquement à chaque matin à la Sûreté du Québec. Cette procédure-là, que je ne sais pas d'où elle vient, n'existe pas. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Peut-être le directeur général de la Sûreté du Québec là-dessus.
J'aimerais pouvoir questionner à ce moment-là le directeur général de la Sûreté du Québec. Mais avec la permission du ministre. Monsieur Prudhomme, vous identifiez pour l'audio et vous répondez à la question de Monsieur le député de Matane-Matapédia. Il reste 1 minute. Merci. Martin Prudhomme, directeur général de la Sûreté du Québec. Québec qui doit se rapporter à la grande fonction des enquêtes afin d'informer le cabinet d'un certain nombre d'éléments qui devraient être portés à son information pour la période des questions. Monsieur Prudhomme. Je peux répondre à votre question rapidement et vous allez avoir la réponse. Je pense que ça va s'éclaircir. C'est qu'au fil des dernières années, de toute manière, lorsque j'occupais le poste de sous-ministre, on questionne régulièrement par le bureau du ministère de la Sécurité publique la Sûreté du Québec pour différentes questions et non d'ordre opérationnel. À l'intérieur de mon cabinet, il faut faire attention à ne pas mélanger les mots. À l'intérieur de mon cabinet, directeur général, on a demandé à nos employés, dans la grande fonction des enquêtes criminelles, surveillance territoire, d'être en mesure de répondre au ministère de la Sécurité publique. Il est envoyé un courriel à l'interne, et dans le courriel, on mentionne d'être prêt le matin pour répondre à des questions au ministère de la Sécurité publique, mais il y a eu une erreur. On a écrit de répondre au cabinet du ministre de la Sécurité publique. Alors, c'est tout simplement une erreur de la part d'un de nos employés, mais jamais, au grand jamais, nous répondons directement à un cabinet de ministre. Merci, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Ça termine votre bloc de questions.